va aborder un autre sujet, on l'a vu tout à l'heure avec les territoires, avec la réindustrialisation. On va continuer à parler santé. Vous voyez le thème derrière moi, souveraineté et santé, comment garantir l'accès aux soins, qui est un sujet, je peux le dire, qui nous concerne toutes et tous, bien évidemment. Alors pour en parler, vous êtes magnifiquement organisés, hein. Je me retourne, vous êtes déjà assis, c'est formidable. Donc pour en parler, j'ai avec moi Nathalie Pascal, vous êtes directeur de la partie business médical chez Teledyne E2V. C'est bien de vous revoir à nouveau ici sur cette scène Teledyne. À côté de vous, Jérémy Renard, vous êtes cofondateur du, je ne sais pas si je le prononce bien, mais je vais pas prononcer l'acronyme, je vais dire Centre de spécialité médicale Odon-Valais. D'accord? C'est tout à fait ça. Et vous m'expliquerez après comment on prononce l'acronyme. Professeur Olivier Palombi, bonjour. Vous êtes doyen de la faculté de médecine. Et à côté de vous, Jacques Husser, vous êtes président de Remedy Labs et président de Medicalps aussi. Alors, permettez-moi quelques éléments de contexte, bien évidemment, parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde, mais il est évidemment extrêmement sensible. Et c'est un enjeu de souveraineté, sinon on n'en parlerait pas, bien sûr. Après la crise sanitaire, tout le monde a parlé de souveraineté en santé. C'est apparu comme une évidence. La question aujourd'hui de l'accès aux soins se pose réellement, et on le voit aussi dans l'actualité. C'est un sujet dont on parlera avec vous, Jérémy, mais pas que. L'accès aux soins, c'est finalement aujourd'hui, dans notre organisation, un pilier démocratique fondamental, puisque c'est devenu naturel, tant mieux, on l'a construit au fil des décennies, c'est naturel. Donc quand il bouge un peu, on s'interroge. Les crises récentes ont révélé des dépendances structurelles. On l'a vu aussi, les médicaments, les dispositifs médicaux, les données, les compétences, soit la formation, soit après, pénurie de médecins dont on parlera notamment, ça fait partie du sujet. La souveraineté sanitaire, on le voit, ne peut plus être pensée uniquement sous l'angle hospitalier. Bien sûr, c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est un système global dont on reparlera tout à l'heure, où on parlera de prévention, de médecine de ville, d'industrie et territoire, bien évidemment, car tout est lié. Nous restons toujours dans cette thématique de la souveraineté, et je vais vous poser une question à vous, Jérémy, et ensuite à vous, professeur. Où se situent aujourd'hui les points de rupture les plus concrets en matière d'accès aux soins? Et je commence par vous, Jérémy, parce que je voudrais que vous nous expliquiez, d'abord que vous prononciez bien l'acronyme, comme ça je ne me tromperai pas, et que vous nous expliquiez en quelques mots ce que vous faites concrètement. Donc nous, on a créé 2 centres de santé à Paris. On essaie d'en créer un à Grenoble aujourd'hui, avec comme principe de recruter que des médecins retraités, et plus particulièrement des professeurs de médecine retraités. On a fait le constat en 2020 qu'ils prenaient leur retraite contraints et forcés parce qu'ils perdaient leur statut de fonctionnaire. Hein, quand on est PU, PH, professeur universitaire et praticien hospitalier, la fin de carrière est à 65 ou 67 ans aujourd'hui. Donc on a créé un centre de santé à Paris dédié à ces médecins retraités, et aujourd'hui on en a 50 qui travaillent au sein de notre centre. Alors, on est de plein pied dans la question des déserts médicaux, c'est l'actualité. On peut considérer que c'est un enjeu de souveraineté. Si on s'affaiblit de ce point de vue-là, on ne va pas réussir à garantir une vie en sécurité dans les territoires. Donc aujourd'hui, vous vous adressez cette question-là grâce à votre organisation. Le principal point de rupture aujourd'hui, c'est qu'il y a un plus grand décalage entre l'offre et la demande. On a une demande en termes de santé qui n'arrête pas de grandir, le vieillissement de la population. On diagnostique aussi de plus en plus de pathologies, donc on a une demande qui est croissante, et en face de ça, on a une offre médicale qui se réduit, parce que le nombre de médecins a stagné, mais la population augmente. Donc on a un nombre de médecins par habitant qui est réduit. Et au milieu de cette tension assez importante aujourd'hui sur l'accès aux soins, on a nos médecins retraités qui sont aussi plus nombreux. Aujourd'hui, il faut savoir que 35% des médecins en France ont plus de 60 ans. Donc la situation risque d'empirer dans les prochaines années. Donc nous, on tente d'apporter une solution très pragmatique à ce problème d'accès aux soins en créant une structure qui est dédiée aux médecins retraités, avec 3 axes principaux qui sont l'accès aux soins. Donc on a des consultations en secteur 1, c'est-à-dire qu'on est une association à but non lucratif. C'est un point important, c'est on doit avoir une santé ouverte à tous, hein, qui ne devient pas un produit de luxe. Et on a aussi mis en place des actions de formation d'internes. On accueille des internes au sein de notre centre, de la prévention, ça c'est le mot d'ordre aujourd'hui, parce qu'on a moins de médecins,
Mais si on arrive à prévenir, on aura, avec toutes les fonctions paramédicales, que ce soit des kinésithérapeutes ou des nutritionnistes, etc., on essaie de mettre en place ces passerelles aussi au sein de notre centre pour libérer du temps médical. Ça, c'est un grand mot d'ordre aussi, libérer du temps médical aux médecins avec moins de contraintes administratives et du personnel autour compétent pour qu'ils puissent passer plus de temps avec le patient. Donc c'est une innovation organisationnelle finalement, parce que vous aviez une ressource disponible et vous l'avez organisée pour qu'elle redevienne opérationnelle. Mais pardon, une question un peu basique, mais ça veut dire qu'ils remontent dans leur voiture comme avant avec leur petite mallette, puis ils vont faire des visites? Alors, ils prennent plutôt leur vélo électrique pour les centres parisiens, mais oui, et ils viennent chez nous. Et ce qui est assez intéressant sur ce projet, ce qui nous aide à continuer, c'est que les médecins nous ont tous dit merci. Aujourd'hui, on a 50 médecins sous contrat et on a ressuscité des vocations chez les médecins retraités. Certains d'entre eux ne travaillent plus depuis plusieurs années et ils ont toqué à notre porte. On a lancé un appel à tous les médecins retraités de nous rejoindre et nombreux sont ceux qui ont répondu à l'appel. Et ça va même au-delà parce qu'aujourd'hui, on a des sollicitations de toute la France. J'ai reçu des appels de médecins de Toulouse, de Carcassonne, de Lille, de gens qui veulent dupliquer cette initiative. Et aujourd'hui, on essaie de lever les contraintes administratives par notre innovation organisationnelle pour s'assurer que tous les médecins retraités de France puissent continuer à travailler dans un cadre qui convient à leur métier principal, qui est la retraite. Quel métier extraordinaire. Professeur Palombi, on le voit bien, hein, et pardon d'être pas provocateur, mais je me pose des questions que tout le monde se pose. On a bien dit que si on avait une pénurie de médecins, c'était à cause du numerus clausus, que voilà, c'était mal organisé, mais franchement, comment on s'est débrouillé pour en être là? Je traduis dans des termes à peine voilés ce qui se dit dans ces discussions de comptoir. C'est bien évidemment un peu plus compliqué que ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une crise des vocations? Et s'il y a une crise des vocations, notre souveraineté en matière de santé, elle est en danger. Non. On dit beaucoup de choses sur ce sujet. Il y a deux sujets qui préoccupent les Français, c'est le pouvoir d'achat et la santé. Je confirme. Et dans un système où l'accès aux soins est difficile, le raisonnement est assez rapide que de dire qu'il manque de médecins. En réalité, on n'a jamais eu autant de médecins en France, dans l'histoire de France. On a surtout un problème de répartition géographique, puisque ça on le voit physiquement. On a aussi un problème de répartition de compétences. Et je vous assure que ce n'est pas facile de piloter les facultés de médecine en ce moment, puisque bien sûr on répond à la demande. Sachez qu'en novembre prochain, il y a 11 600 internes qui sortent du deuxième cycle et qui vont attaquer leur internat. On n'a jamais atteint ces chiffres. Et on est au maximum de nos capacités de formation. En revanche, la question qui nous est posée, elle va au-delà du nombre. Sinon, on ouvrirait d'autres facultés, on trouverait d'autres moyens. Oui. On fait venir des étudiants qualifiés et compétents de l'étranger avec des lois récentes qui vont nous permettre de le faire. Mais en réalité, le problème de fond, il est bien au-delà. Nous, dans les facultés de médecine, on forme des professionnels du soin. Ils délivrent du soin. Ils ne délivrent pas de la santé. Et donc, quand le système de santé ne fonctionne pas tel que les citoyens l'entendent, ça retombe sur le dos des médecins, mais en réalité, le problème, il est bien plus vaste. Voilà. Donc, comment nous positionner, et ça c'est important de le dire, en termes de souveraineté et de réflexion, former plus de médecins, je dirais que la machine tourne à fond, tout en gardant la qualité des étudiants, et aussi leur qualité de vie à eux. Il y a une certaine pression autour de vous, vous le savez, les étudiants en médecine ont une forte pression, ils ont aussi une pression du système. Et voilà, donc, et l'autre aspect, c'est de travailler, et ça c'est un appel des facultés de médecine, avec les collectivités, les élus, l'ARS, pour pouvoir être des acteurs sur le terrain, et pour pouvoir justement participer à cette redistribution sur le territoire, si on y arrive, et surtout développer de nouvelles compétences qui ne concernent pas spécialement les médecins, mais l'ensemble des professionnels de santé, avec une redistribution du travail de soins au service de la santé. Alors, puisque je vous ai avec moi, j'en profite. Donc, si je comprends bien, la population se répartit différemment. On est plus nombreux. Et ça va beaucoup plus vite que vos capacités à former des soignants. Donc, ça veut dire qu'on ne rattrapera pas ce retard, finalement. Non, je pense juste qu'on est dans la mauvaise direction. Qu'il y ait un effort de former plus de médecins, parce qu'effectivement, il y a eu une politique assez directive d'en former moins, sur des raisonnements qui sont discutés encore aujourd'hui, n'empêche que c'est multifactoriel. C'est simplement ce que je dis. C'est-à-dire qu'on doit continuer, nous, à former un maximum de médecins,
de travailler peut-être davantage avec les autres professions médicales, et on fait des efforts. Il y a un processus dit d'universitarisation des professions médicales. Quelque part, c'est d'intégrer dans un même lieu de formation l'ensemble de ces métiers pour qu'ils puissent travailler mieux ensemble. Donc moi, mon message, pour répondre à votre question, c'est augmenter le nombre de médecins, ce n'est pas la solution de tous les problèmes. D'accord. Et j'ai bien noté aussi qu'il y avait aussi un changement dans la disponibilité. C'est l'image du médecin qui fait 10 ans de médecine et qui, pendant 50 ans, travaille autant que quand il était étudiant. Ça a changé. Oui, mais ça a changé dans toute la société. Le rapport au travail s'est modifié. N'empêche que les vocations de ces jeunes médecins, le fait de prodiguer des soins, etc., reste toujours aussi forte. Et on doit tenir compte de ces transformations. Mais vous avez la transformation du temps de travail, mais vous avez autre chose qui nous concerne plus aujourd'hui, c'est l'introduction de tous ces outils innovants, de tous ces dispositifs. Et là aussi, c'est une situation complexe pour nous, formateurs, puisque, vous l'avez dit, il faut 10 ans pour former un médecin, mais qu'est-ce qu'on doit leur enseigner aujourd'hui sur cette innovation qui est en train de transformer leur métier ? Et en réalité, la solution, elle est à la fois simple et compliquée. Il faut simplement les préparer à être capables d'eux-mêmes s'adapter à ce qui va être mis à disposition et non pas les formater à telle ou telle pratique et telle ou telle façon de pratiquer. Merci pour la transition, professeur, parce que je vais justement arriver sur ce point, sur l'innovation technologique qui est souvent présentée comme une solution, parfois même comme la solution. Ce serait chouette, comme dans les films, on vous scanne, on dit « oh, c'est pas grave ». C'est juste une tumeur, vous allez avaler 2 cachets et ça va bien se passer. C'est pas aussi simple, mais je m'adresse à vous, Nathalie, en premier. Est-ce que elle peut réellement, c'est-à-dire de manière, on va dire, pas brutale, mais immédiate, régler un certain nombre de problèmes? Vous travaillez sur des dispositifs à Teledyne 2V. Expliquez-nous déjà ce que vous faites, vous, dans vos unités. Donc, à Teledyne 2V, on travaille sur des capteurs d'images et des caméras qui permettent, par exemple en radiographie dentaire, de pouvoir regarder, rapprochez le micro, de pouvoir regarder au niveau des caries, etc. On fait aussi des capteurs qui permettent d'aller dans les gastroscopies ou dans les colonoscopies et qui permettent du coup de visualiser les potentiels polypes ou ce genre de choses qui vont être ensuite traités par les praticiens. Parce que ce qui est important, professeur, c'est évidemment de voir ce qu'on doit traiter. Et il y a une accélération formidable sur ces 10-15 dernières années en matière d'imagerie. Oui, on peut dire que la radiographie, elle a commencé en 1896, mais maintenant, on a tout un tas d'autres possibilités pour traiter et pour visualiser les défauts. On va aussi maintenant regarder énormément la chirurgie, comment on aide à robotiser, comment est-ce qu'on va permettre d'aider le chirurgien à mieux visualiser ce qu'il va faire, à mieux traiter, à détecter. Donc, tous ces aspects-là s'accélèrent énormément. Et ça résonne à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin qui comprend le fonctionnement, il faut aussi qu'il comprenne le robot et qu'il comprenne tous les développements à venir. C'est une partie qu'on ait une échelle. Cette partie médicale, dans le business plan de 2V, aujourd'hui, ça progresse, c'est en constante progression ou c'est un marché que vous avez qui est stagnant et que vous traitez? C'est un marché en forte progression. Aujourd'hui, nous, on fait des capteurs d'images depuis 40 ans. On a été les pionniers pour pouvoir faire des capteurs intra-oraux pour les dentistes, donc il y a 40 ans. Et aujourd'hui, on est dans énormément de dispositifs médicaux. L'imagerie est une grande partie de l'aide au diagnostic et à la chirurgie. Et je précise que Teledyne 2V, donc sans doute les dispositifs que quand vous allez chez le dentiste, c'est super le dentiste, un petit dispositif d'imagerie peut venir de chez vous. Il y a des composants qui viennent de chez vous, donc de Saint-Égrève. Et qui sont à Saint-Égrève, juste à côté, sur un site qui a fêté l'année dernière ses 70 ans. Bah, vous voyez que ça fait moins mal tout de suite, c'est moins douloureux. C'est presque une bonne action. Jacques Husser, alors vous, l'innovation, c'est votre ADN. Parlez-nous de Remedy Labs. Et ensuite, on ira faire un petit tour du côté de Medicalps. Qu'est-ce que vous faites chez Remedy Labs? Alors effectivement, chez Remedy Labs, nous avons développé une solution de traitement de la douleur chronique sans médicaments. Donc une solution très innovante, issue d'une part de l'existence de cette thérapie il y a longtemps, il y a 50 ans dans les pays de l'Est, qui a été mise en application pendant 2 décennies et qui a été remplacée quand les médicaments sont arrivés à l'Est, en fait, les antalgiques. Voilà. Et aussi
du système de défense, puisqu'il y a une arme américaine qui a été développée sur le même principe qu'on appelle les ondes millimétriques, donc qui sont des ondes de très haute fréquence, et qui stimulent les récepteurs nerveux sous la peau, sous-cutanée. Et en fait, en analysant cette arme, mon collègue, associé, cofondateur, a redécouvert l'existence de ce qu'on appelle la thérapie millimétrique, qui consiste à stimuler des récepteurs nerveux sous la peau pendant 20, 30 ou 40 minutes, selon la physiologie de la personne, et qui va permettre de libérer de l'endorphine cérébrale à l'issue de cette stimulation. Et qui dit libération d'endorphine cérébrale dit antidouleur. Donc c'est un antidouleur naturel avec l'énorme avantage qu'on ne rajoute rien au corps puisque l'endorphine elle est sécrétée directement par le corps, avec aussi d'autres avantages que la douleur comme l'amélioration du sommeil ou la baisse du stress, qui sont d'ailleurs des facteurs qui contribuent à augmenter la douleur parce qu'ils ne sont pas bien régulés. Jacques, peu de provocation. Allez. Bah, petit bracelet miracle. C'est ce qu'on voit sur Internet. Non, vraiment, je vous provoque parce que à vous vraiment. écouter, on met le bracelet, ça va tout de suite beaucoup mieux. Oui, c'est un des problèmes parce C'est qu'effectivement, étrange quand même. effectivement, il y a bracelet et bracelet. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi, nous, de développer notre technologie sous la forme d'un bracelet? Parce que le poignet est une zone fortement innervée du corps. Hein, les paumes de la main sont très très fortement innervées et il reste beaucoup de récepteurs nerveux au poignet. Et la deuxième raison, c'est que le poignet, c'est clairement une zone très facile à utiliser. Donc, Remedy peut être utilisé de 7 à 107 ans, 77 c'est jeune maintenant, donc de 7 à 107 ans, de manière très très simple. Et l'adoption d'un dispositif médical, elle est clé. Elle est clé. Le dispositif médical doit être plutôt beau pour que le patient ait envie de l'utiliser et très pratique. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire chez Remedy. Professeur Pavambi, il faut que les médecins que vous formez prescrivent le bracelet. C'est une solution à peine voilée pour le... On prescrit bien de l'aspirine. Alors, ce qui est de la prescription, peut-être pour compléter ce qui est dit, si vous sous-entendez que la prescription va entraîner le remboursement... Je le sous-entends parfaitement. Voilà, c'est quelque chose qui est totalement différent. C'est-à-dire que ce process, on le connaît très bien, c'est la mise sur le marché d'un niveau de dispositif. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce dispositif va rentrer ou souhaite rentrer dans ce mécanisme de sélection? En gros, c'est des études scientifiques, c'est beaucoup d'investissements et parfois des conclusions qui sont quand même pas si évidentes. Mais pour obtenir le label de remboursement, c'est quand même un parcours du combattant. En réalité, ce qui est pertinent, surtout sur ce type de dispositif, c'est que, bien sûr, on peut démontrer l'efficacité de quelque chose sur le plan scientifique. Mais il y a aussi des choses qui, par évidence, par l'usage, montrent leur pertinence. Et c'est là qu'on rentre sur un sujet qui est très important à mon avis, et c'est ce qu'on essaie d'enseigner à nos étudiants, c'est pas évident, c'est deux choses. La première chose, c'est que les patients viennent vous voir pour leur santé, et vous n'avez une action que sur du soin. Il y a donc toute une partie qui concerne la santé, qui ne concerne pas les prescripteurs. Et la deuxième notion, qui est beaucoup plus forte et qui est sociétale, et qui à mon avis doit être enseignée dès le plus jeune âge, et c'est déjà le cas, c'est que chaque patient doit se prendre en main. On ne peut pas se laisser porter par un système, et typiquement, les patients qui se préoccupent de leur douleur, qui vont chercher au niveau du soin un traitement, qui vont voir un certain nombre de personnes, il faut qu'ils se prennent en main, et cette prise en main, c'est fait par des gens qui peuvent avoir des connaissances, qui peuvent se regrouper aussi, qui peuvent discuter, qui peuvent être accompagnés. Et donc le message, et je me projette à 10 ans, oui, c'est effectivement que le médecin qui est en face de lui, il est en face de quelqu'un qui est pensant, autonome et souverain. Alors, pensant autonome et souverain, je poursuis dans mes idées un peu saugrenues. Je peux être souverain si je vais sur Internet, hein, si je demande à un robot conversationnel en entrant 3-4 symptômes que j'aurais volontairement forcé parce que en bon hypochondriaque moyen, on pense toujours qu'on va mourir, surtout nous les hommes. Hein. Bon. Je vais avoir pas une prescription, mais je vais avoir une réponse. Est-ce que c'est avec ça qu'on va désormais aller chez le médecin en disant tiens, j'ai demandé à l'intelligence, j'ai ça, mais il faut me prodiguer du soin maintenant? Oui, alors, par rapport à cette question, en fait, pour qu'on soit clair, au niveau de Remedy, on est vraiment dans le domaine médical, c'est-à-dire qu'on a fait des études cliniques en bonne et due forme, obtenu des résultats. D'ailleurs, certaines pathologies n'ont pas été résolues positivement et d'autres, oui. Hein, c'est le cas de l'arthrose ou de la fibromyalgie, en fait, dans notre cas.
qui ont donné naissance à donc des résultats cliniques positifs, qui ont donné le marquage CE médical, qui permet de dire dispositif médical. Hein. Quand on entend dispositif médical, ça veut dire on a eu le marquage, le fameux marquage CE. Voilà. Et à partir de là, en fait, nous, on a travaillé exclusivement avec le corps médical, quand bien même le patient peut être en direct sur la solution, hein, et donc gérer son soin ou sa santé, en fait, hein, selon la perspective qu'on prend. Nous, en ce qui nous concerne, en fait, hein, on donne accès au patient directement à un dispositif médical qui est prescrit possiblement par un médecin. Il n'y a pas d'obligation, mais il peut être prescrit. Et nous, on travaille exclusivement avec le corps médical dans ce sens-là, pour que les patients puissent être... D'abord, ce qu'on constate, c'est que quand les patients sont envoyés par les médecins, en fait, hein, leur adhésion est meilleure, leur utilisation est meilleure, hein, au-delà de l'ergonomie dont je parlais tout à l'heure, de la beauté du device, c'est meilleur, en fait, hein, et donc ça va dans le bon sens. Et tous les gens qui sont satisfaits, en fait, avec cette solution-là, mais finalement, c'est autant de gens qui ne vont pas, pardonnez-moi l'expression, encombrer, en fait, la logique des soins par ailleurs. Alors, je vais vous garder côté industriel parce qu'il y a une question, elle est double, hein, en matière de souveraineté. Un, c'est la réglementation. Deux, c'est les approvisionnements. Hein, parce que quand on fabrique, forcément, on est confronté aux deux. Finalement, c'est valable, c'est votre quotidien, vous. Hein, où est-ce que je prends mes intrants critiques? Et puis, est-ce que la réglementation me permet d'aller dans telle ou telle direction? Frein ou opportunité? Aujourd'hui, les approvisionnements sont assez difficiles, notamment au niveau des semi-conducteurs. Donc, on a dans le bassin, au niveau français et européen, des fondeurs. Par contre, les technologies ou les matériaux qui sont utilisés pour justement faire ce silicium, cet ASGA, etc., sont sur des fournisseurs qui sont extra-européens. Mais vous savez qu'on a dit ici même qu'il ne fallait pas se couper du monde, mais il fallait simplement être pas trop naïf. Donc vous continuez cette ouverture, et c'est pas très pénalisant finalement d'aller chercher une solution là où elle est accessible, fiable. Et puis bon, la question du prix, on va pas se mentir, quand c'est moins cher, c'est quand même mieux. C'est peut-être mieux d'un point de vue économique, mais par contre, ce qui est important, c'est que ce soit quelque chose de fiable, quelque chose de sécurisé. Donc, dans la chaîne d'approvisionnement, il y a tout cet aspect à sécuriser, à pouvoir avoir plusieurs fournisseurs, à pouvoir élargir pour ne pas être limité et pour ne pas risquer la pénurie. Mais Jacques, Nathalie, vous ne pensez pas que finalement, sur ce sujet des approvisionnements, on ne fait pas assez preuve de solidarité entre entreprises en Europe et en France? Aujourd'hui, moi, j'aurais tendance à penser que le problème, il est beaucoup plus sur la mise en marché, sur l'industrialisation, que sur l'approvisionnement. Parce qu'effectivement, l'approvisionnement, il est mondial. Hein, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Pascal Tricoire dans le cas de Schneider. Vraiment, on est sur un écosystème qui est mondial. Chacun ne pourra pas faire tout de son côté. Mais en revanche, en fait, le vrai point de difficulté, c'est la partie industrialisation. En fait, une fois qu'on a récupéré toutes ces matières, toutes ces pièces, comment est-ce qu'on les assemble de manière le plus efficace, hein. Et franchement, pour les dispositifs médicaux, puisqu'on parle d'accès aux soins, la problématique, en fait, c'est le temps de mise sur le marché, qui lui-même, en fait, hein, est freiné par des problématiques industrielles et des problématiques réglementaires. Donc clairement, on a trop de réglementation. Mais finalement, ça nous rassure, nous les patients potentiels, hein, parce qu'on n'est pas patients tous les jours, mais ça nous rassure parce qu'on sait. Oui, alors je ne sais pas si trop ça rassure, hein, ça demande à être vérifié. Bien sûr qu'il en faut, on est dans le domaine médical, on ne peut pas s'autoriser à faire tout et n'importe quoi, c'est la moindre des choses. Mais quand on regarde ce qui se passe entre les États-Unis et l'Europe, hein, aux États-Unis, la FDA, qui est l'organisme régulateur, a plutôt tendance à baisser la garde, qui fait que d'ailleurs, un certain nombre de nos startups, de nos entreprises partent aux États-Unis pour cette raison-là, parce que c'est un grand marché unifié, mais aussi pour cette raison-là. Et donc, en fait, c'est pas sans poser des questions en fait, sur l'exigence réglementaire européenne qui, elle, continue à monter. On est passé du marquage CE à ce qu'on appelle le MDR, c'est un jargon un peu technique, mais en gros, on a multiplié les facteurs de réglementation de manière certainement excessive. Hein, quand on imagine que cette réglementation devait passer en activité en 2023 et qu'on a dû la reporter à 2028, sinon on perdait 90% des dispositifs médicaux qui étaient actuellement vendus. Bon, c'est pas sans poser des questions. Hein. Alors on voit bien, hein, finalement les médecins maintenant prennent leur retraite, d'accord, il faut 10 ans pour mettre sur le marché, j'ai un peu peur là quand même maintenant, mais vous le ressentez dans votre organisation? C'est quelque chose, et votre réaction par rapport à ça? Parce que vous êtes le fruit vraiment de cette problématique-là, c'est-à-dire qu'il faut remettre sur le marché des médecins. Il faut remettre sur le marché des médecins. Par contre, je rejoins totalement le professeur Palombi qui dit que le médecin n'est pas la seule solution. Il faut parler prévention avant tout.
Et pour revenir sur ce sujet-là qui est vraiment très important, on a souvent parlé de parcours de soins d'ailleurs. On a tous entendu, vous êtes en dehors du parcours de soins, donc vous allez payer plus cher. La logique, c'est parler de parcours de santé aujourd'hui, au global, et qui doit commencer dès le plus jeune âge. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants en bas âge, et à l'école, il n'y a pas de matière santé. Il y a de la biologie, il y a un peu de sciences naturelles, il y a de la prévention qui est faite de manière très ponctuelle. Mais si dès le plus jeune âge, à l'école, il y avait 2 heures par semaine de santé, les gens pourraient déjà avoir un parcours de santé dès le plus jeune âge et être formés. Ça, pour moi, c'est un point très important. Et l'autre point important, c'est de libérer du temps médical aux médecins en faisant de la prévention avec du personnel paramédical. Nous, c'est ce qu'on essaie de développer au sein de notre centre. Je vais faire un peu schématique, mais notre diabétologue, il veut un nutritionniste. C'est-à-dire qu'il sort de consultation, on peut avoir un nutritionniste pour mettre en œuvre, pour assurer le suivi. Et donc, on libère du temps aux diabétologues par ce biais-là. Et ces mécanismes-là peuvent être mis en place pour quasiment toutes les spécialités. Et c'est vraiment avoir cette approche globale qui va permettre d'améliorer l'accès aux soins. Et le dernier volet, c'est effectivement la recherche et l'innovation. Et en libérant du temps médical à nos médecins, ils vont aussi pouvoir passer plus de temps sur la recherche et plus de temps sur la formation, parce qu'on dit qu'il y a de plus en plus d'étudiants aujourd'hui. Mais je pose la question au professeur Palombi, est-ce qu'à Grenoble, il y a assez de médecins pour les former? Vous pouvez répondre. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de dire que oui, mais on envisage spécifiquement sur Grenoble d'augmenter la promotion d'étudiants. Et donc, du coup, notre stratégie, et on sait que le recrutement aujourd'hui, parce qu'un professeur d'université, c'est une décision du ministère de l'Enseignement supérieur, avec les financements qui vont bien derrière, et c'est très difficile d'en obtenir. En plus, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des CHU qui se créent un petit peu partout, que ce soit à Orléans, à La Réunion, mais à La Réunion en Guyane. Et donc la création de ces CHU, ben, c'est autant de postes d'universitaires, et donc la bourse, elle n'est pas infinie, et donc les postes sont plutôt créés sur ces sites-là, et c'est très bien. Donc nous, la stratégie autour de ça, il y en a une, il y a une alternative, c'est de créer le CHU hors les murs, et de permettre aux étudiants, en fonction de leur aspiration, de leur projet de carrière, d'aller se former plus proche de leur lieu d'exercice futur. Voilà. Et ça veut dire aller sur les territoires, dans les centres hospitaliers, etc. Et c'est un travail qui est assez subtil et qui consiste à partager la tâche de formation avec l'ensemble des soignants. Bien, alors je vais vous faire un petit tour de table parce que la question suivante, elle vous concerne tous et vous aurez de toute façon tous un avis aujourd'hui. On a parlé de données, d'industrie, de toutes ces choses, mais la décision publique, on voit qu'elle est importante. Moi, la question que je vous pose, c'est qui décide aujourd'hui? Qui porte aujourd'hui la responsabilité de garantir la souveraineté sanitaire? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les soignants? Qui a la main? Ou qui doit prendre la main? Je vais commencer par vous. Est-ce qu'il faut plus de tech? Est-ce qu'il faut moins d'État? Allons-y. Ce n'est pas une question piège, il faut juste dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, l'État fait l'aspect accès aux soins, au sens c'est dans les hôpitaux, etc. Mais il y a aussi une partie, moi je rebondis surtout sur l'aspect patient. Comme ça a été dit, c'est le patient aussi qui est souverain dans la façon dont il va faire son accès aux soins. Les dispositifs médicaux sont là et ils vont aider et ils peuvent aller plus proche du patient. Aujourd'hui, on a de plus en plus de dispositifs médicaux qui sont directement à domicile. Donc, c'est aussi la responsabilité collective de chacun des intervenants. Responsabilité collective, mais le patient, pour vous, c'est lui qui doit décider. Jérémy, je rebondis, mais le patient n'est pas médecin, lui, puisqu'il est patient. Non, le patient, il peut agir en signant des pétitions ou en manifestant éventuellement, mais la vraie responsabilité, elle est quand même politique avant tout. La santé, c'est un service public, c'est notre patrimoine le plus important, donc les politiques doivent se saisir de cela. Malheureusement, le contexte aujourd'hui est quand même très difficile, parce que pour traiter des sujets de fond, on n'y arrive pas. On a du mal à voter un budget, donc comment traiter un sujet de fond? Nous, on a un exemple concret, c'est qu'aujourd'hui, pour embaucher un médecin retraité, c'est extrêmement compliqué. On a essayé de présenter un dispositif de volontariat du médecin retraité auprès de politiques pour faciliter l'emploi de ces médecins retraités. Ils sont prêts à travailler, mais ils sont empêchés administrativement de le faire.
Et en présentant ce dispositif-là à des députés, des sénateurs, à tout un tas d'acteurs, tout le monde dit oui, c'est une excellente idée. Pour autant, dans les discussions sur le PLFSS, le sujet n'a pas pu être abordé puisque c'est un sujet de fond. Donc j'espère que lors des élections présidentielles à venir, on arrivera à porter ces sujets de fond pour avoir une vision globale qui va articuler les différents leviers. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Professeur Palombi. Oui, alors une réponse brève, mais Non, allez-y, il nous reste 5 dans le minutes. pacte républicain, il y a quand même 2 éléments qui constituent notre société et qui ont un ancrage dans notre culture française majeur. La première, c'est l'émancipation par l'école. Et la deuxième, c'est l'accès aux soins pour tous. Et aujourd'hui, ces 2 notions, de par leur importance, elles sont portées par l'État. Elles sont portées par le gouvernement au plus haut niveau de l'État. Or, on constate que probablement, une des solutions serait que l'engagement des élus à des échelles en dessous puissent avoir les compétences et les financements qui vont avec pour développer une approche de la santé en local. Ce que vous mangez à la cantine, l'accès, les transports, ainsi que le milieu professionnel, le travail, etc. Donc, quelque part, une des solutions peut-être, parce qu'on a un peu l'habitude, quand on est en difficulté en France, de regarder vers le haut et de dire c'est pas sympa, il n'y a rien qui descend. En réalité, je pense qu'on doit se ressaisir et de répartir les compétences et les financements de façon différente sur les régions et les départements et avoir des objectifs de santé à ce niveau-là. Et c'est une des clés possibles du système. Et on a les outils, on fait beaucoup de numérique bashing, mais quand même le numérique peut aider à ce genre d'organisation. Jacques, pour vous, c'est l'État ou c'est vous? Alors, en fait, non, je pense que c'est plus compliqué que ça. Effectivement, je crois que la réponse, elle est multifactorielle. Je partage complètement ce qu'a dit Olivier Palombi. Effectivement, ça doit quand même venir du haut, entre guillemets, pardon l'expression, que ce soit l'État d'ailleurs au niveau d'une nation comme la France ou de l'Europe, hein, puisqu'on voit que les réglementations aujourd'hui sont européennes et jouent là-dessus. Quand je dis que c'est multifactoriel, ensuite, il y a la question effectivement du comportement du patient. Et selon ce dont on parle, le patient peut avoir plus ou moins d'impact. Si on prend le cas particulier de Remedia, parce que je connais bien, évidemment, le patient peut décider de s'intéresser à une solution. Il va naturellement aller voir son médecin, mais ensuite il va être relativement autonome. Quand il s'agit de faire une chirurgie, évidemment, la question ne se pose pas du tout de la même façon. Et tout ça, c'est dans la chaîne de soins. Au-delà de ça, il y a, et bon, je rebondis sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, donc j'ai l'honneur de présider Medicals. Medicals, c'est le cluster des industriels de technologies de santé de ce qu'on appelle l'arc alpin, c'est-à-dire de l'Isère, des Savoies et de la Drôme, voilà, avec une grosse partie qui est sur Grenoble-Alpes. Et nous fédérons en fait l'ensemble de ces sociétés de la medtech, de la biotech, de la e-santé, comme on dit, donc sur la partie innovation. Et ce cluster, en fait, a pour vocation de développer, là aussi, des orientations, des solutions, de faire des lobbying auprès de l'État, que ce soit national ou européen, en vue de la prise de conscience et que la chaîne s'améliore. Voilà. Donc c'est tout un ensemble de facteurs qui vont faire que les choses vont s'améliorer. Mais ce qui est certain, c'est que cette dimension réglementaire, dans le domaine de la santé, c'est une des clés. Alors, je profite d'avoir 4 experts spécialistes des sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Merci, en tout cas, d'ores et déjà, de vos contributions. S'il fallait actionner quelque chose, un levier prioritaire pour changer les choses là, dans les 10 prochaines années sur l'accès aux soins, tant pis si vous vous répétez, c'est pas grave, mais allez, on a un truc à faire, vous avez le choix, vous faites une chose. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Nathalie? C'est quoi pour vous? La priorité, c'est pour pouvoir avoir des dispositifs médicaux qui sont au plus près des patients. De pouvoir développer cet aspect-là et de sécuriser l'approvisionnement de ces matières, de ces semi-conducteurs qui vont permettre de donner ces dispositifs médicaux. Jérémy? Moi, je reviendrai, c'est un peu bateau, mais sur le vieil adage, prévenir vaut mieux que guérir. Donc il faut avoir des moyens pour guérir, mais avant tout pour prévenir. Donc instaurer la prévention. Professeur Palombi? Donner plus de compétences aux régions et départements sur les questions de santé. Alors ça, c'est assez disruptif, hein. Ça veut dire que vous leur descendez un budget et il faut des élus, tout comme il y a un ministre d'ailleurs de la Santé, il faut un vice-président de la Santé qui va s'occuper des hôpitaux. Alors, vous changez toute l'organisation là, hein.
Non, pas tant que ça, mais effectivement, il y a du changement. Et les hôpitaux CHU, s'ils peuvent aussi s'intégrer et jouer ce rôle, et ils le font, hein, malgré tout, c'est véritablement une distribution des compétences. Bien sûr, il y a les sous qui sont derrière, on est d'accord, mais on doit se permettre de se poser ce type de questions. Jacques, pour conclure. Alors, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux, moi, je ne peux pas me résoudre à répondre avec une seule chose. J'en vois trois, en fait, qui me viennent tout de suite dans ce cadre-là. La première, c'est un tissu d'industrialisation le plus proche de l'innovation. Là, et on a la chance d'avoir une région qui est riche et dense pour ça, mais il faut vraiment continuer en ce sens-là. La deuxième chose, c'est la réglementation. Il faut absolument que la réglementation soit calée au bon niveau, parce que si on exagère, on va augmenter le temps de mise sur le marché et donc des pertes de chance pour les patients. Et la troisième chose que je n'ai pas mentionnée, c'est le financement. Il faut absolument qu'on sache financer l'innovation, parce que c'est par l'innovation, en fait, dans tous les domaines, qu'on arrivera en fait, à améliorer la situation du système de soins. On est sur Tech Fest et je suis d'accord avec vous, vous quatre bien entendu. Merci beaucoup.